Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, nous traitons d'un sujet qui est particulier et qui est très singulier, puisque, étant donné les mauvaises nouvelles que nous avons un petit peu de tous les côtés, ça fait du bien de se régénérer à travers de la peinture ou des beaux-arts. Même si, d'une certaine façon, on en parlera tout à l'heure sur un certain nombre de peintres, on retrouve le sens de la réalité tragique dans un certain nombre de peintures. Alors, pourquoi la peinture juive? Parce que, comme nous avons traité de la même façon les musiciens juifs, les compositeurs juifs, on considère de façon générale qu'il n'y a pas d'art juif ou il n'y a pas de peintre juif, tout simplement parce qu'il y a eu l'interdit du Deutéronome. Alors, on va y revenir, mais c'est faux. C'est complètement faux. Il y a une forme de beauté artistique particulière qui a été développée au cours des siècles depuis l'Antiquité. On va avoir un plan tout à fait classique et chronologique. Alors, je vais vous donner des éléments concernant, en premier lieu, la bibliographie. Je vous montre les ouvrages dont je me suis servi et dont Jean-Luc a pu faire son bon grain. Alors, nous avons un document que nous connaissons tous, puisque ça fait plusieurs fois que j'y fais référence. C'est un dictionnaire encyclopédique du judaïsme qui permet, c'est un gros pavé, mais qui permet, lorsqu'il y a un doute sur un tel ou tel sujet, d'avoir une petite définition. Hein. C'est pas énormissime comme définition, mais ça permet de faire un peu le clair sur les interrogations qu'on peut avoir. Ensuite, il y aura un livre de Bruno Alioua qui s'appelle Mère juive des hommes célèbres. J'ai trouvé que ça pouvait être amusant de traiter ce sujet de cette façon, à savoir, au lieu de parler des peintres eux-mêmes, enfin bien sûr on va en parler, mais au lieu de parler des peintres eux-mêmes, on pourra au moins avoir deux éléments intéressants sur la maman de Amadeo Modigliani et la maman de Marc Chagall. Voilà, ça pouvait paraître amusant. Ensuite, puisque je vous disais que nous faisions un ordre chronologique, nous allons utiliser la revue des deux mondes qui s'appelle ce numéro s'appelle Être juif en France, des origines à nos jours, avec un très joli portrait de Simone Veil, et je vais utiliser en particulier le chapitre consacré à la vie juive au Moyen Âge en France. Alors ensuite, un livre que je vous recommande, alors même si c'est un petit peu particulier dans le sens où c'est quelque chose de très professionnel sur le plan artistique, c'est un auteur que nous avions fait venir, je pense que peut-être Betty s'en souvient, nous avions fait venir à Hebraïca, qui s'appelle Dominique Jarassé et qui est spécialiste dans l'art juif, qui a écrit un très, très bon livre qui s'appelle Existe-t-il un art juif, précisément. Ensuite, un livre très amusant, enfin, que je trouve très amusant, parce qu'il est l'auteur c'est un Israélien qui s'appelle Meir Shalev et qui reprend tous les éléments de la Bible avec un sens de l'humour absolument remarquable. Donc ça s'appelle Ma Bible est une autre Bible. Nous verrons si nous avons le temps. Je vous traiterai du chapitre concernant la reine de Saba. Ensuite, un livre classique lui aussi que j'ai déjà utilisé, donc Les Juifs, Dieu et l'Histoire de Max Dimon, qui est là aussi c'est un pavé sur l'histoire juive en fait et sa relation avec le spirituel en particulier. Puis nous avons un certain nombre alors il y a quelque chose que j'avais pas eu le temps de montrer à Jean-Luc, mais c'est un document concernant les manuscrits qui ont été enluminés. Ça fait partie, là encore, des choses qu'on ne sait pas ou qu'on n'utilise pas de façon cohérente. Au Moyen Âge, il y a eu utilisation dans un certain nombre de documents juifs, il y avait donc des enluminures. Il y a également donc des ouvrages sur Chagall, sur Pissarro, pardon. Alors j'ai appris d'ailleurs, je vous le signale juste en passant, je n'ai aucune certitude, hein, mais
il semblerait que la maman de Picasso, Picasso a choisi le nom de sa mère et pas celui de son père. Et il semblerait que ce soit une juive marane. Voilà. Alors Modigliani, il y a donc Pissarro, Modigliani, Chagall. Il y a également alors un document particulier qui est lié à un ouvrage touristique, si on peut dire. Ce sont les chefs-d'œuvre du musée d'Israël. Non, pas cela. Voilà, celui-là. Ensuite, il y a effectivement d'autres. Alors, on n'aura pas le temps de traiter Paul Klee, mais je vais vous parler du fondateur du mouvement Dada, qui s'appelle Tristan Tzara. Il ne s'appelait pas comme ça au départ, hein, on va y revenir. Ensuite, en dernier lieu, il y aura une bande dessinée, parce que je me suis dit, après tout, pourquoi pas se laisser aller à la fantaisie. On connaît tous Le chat du rabbin de Johann Sfar. Il a fait un bouquin qui s'appelle La synagogue. Donc, ça peut être amusant de s'y référer. Et le dernier ouvrage que j'ai utilisé, c'est Art et judaïsme. Voilà. Qui résume un peu, c'est un peu comme les chefs-d'œuvre du musée d'Israël, c'est qui réunit un certain nombre d'éléments concernant les beaux-arts et la peinture juive. J'ai préféré utiliser cette formule pour le thème de ce soir, la peinture et les beaux-arts juifs. Il y a un peu de tout, parce que c'est plus large qu'on l'imagine. Ce que j'ai voulu aussi vous montrer, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la peinture en soi, mais c'est les synagogues. C'est des documents d'Arte qui s'appelle Monuments sacrés. Ça passe actuellement d'ailleurs sur Arte. Hein. Alors, pardon, c'est comme ça. Voilà. Et le premier tome de ces monuments sacrés est consacré précisément aux synagogues. Voilà, on l'affiche, Jean-Luc l'affiche ici. Voilà. Et tout cela sera accompagné de musique, bien évidemment, comme nous avons l'habitude. Alors, pour mieux comprendre la complexité de la question de la spécificité d'un art juif et de l'identité juive appliquée aux arts, il faut bien évidemment avoir en tête le texte du deuxième commandement qui est à l'origine de la controverse qui traite de la conception particulière et profonde de la transcendance de Dieu comme fondement de la religion juive. Alors le texte du Deutéronome est le suivant: tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, puisque en réalité, on considère l'auteur de la Torah considère que toute manifestation artistique est une forme d'idolâtrie. Certains auteurs considèrent qu'il n'y a d'art juif, c'est-à-dire même de judaïsme dans l'art, que dans les œuvres en relation avec la pensée juive. D'autres non. Hein. Pourtant, cette formulation, qui est construite sur le modèle de l'art chrétien ou de l'art bouddhiste, par exemple, est ambiguë parce qu'il n'existe pas dans le judaïsme d'art cérémoniel lié à des pratiques religieuses. Il n'y a pas non plus d'art national qui serait susceptible de donner une dimension, on va dire, je fais exprès d'utiliser un mot avec des guillemets, une dimension sioniste. Enfin, la diversité, la pluralité des inspirations artistiques ne peut se réduire à un art qui serait unique, en fait. La question « existe-t-il un art juif ?» peut sembler insoluble ou désespérément polémique. Il n'en est rien parce qu'elle est très riche et très diverse et nous allons voir pourquoi. Donc, les a priori concernant les juifs et les beaux-arts, en particulier la peinture, ont assez la vie dure. Donc, le plan que je vous propose ce soir est le suivant. L'Antiquité avec ses découvertes archéologiques étonnantes, le Moyen-Âge et la Renaissance, alors on va bien développer, mais les enluminures, les objets religieux, les verres à quiddouche, les mezuzot, etc. Les précurseurs, ça se passe en général du côté du XVIe, XVIIe siècle,
Et enfin, le 19e siècle, qui est avec le père de ce qu'on a appelé le mouvement impressionniste, l'impressionnisme. Alors, c'est assez surprenant et c'est assez peu su, mais le père de l'impressionnisme, c'est le juif Camille Pissarro. Donc, nous en parlerons. Et nous parlerons d'un mouvement gigantesque, gigantesque. Il faudrait plusieurs émissions sur chacun des peintres de ce mouvement, qui s'appelle l'école de Paris, ou l'école de Montparnasse, avec Modigliani, Chagall, Sonia Delaunay. On n'imagine pas que Sonia Delaunay soit juive, elle est juive, d'origine russe, d'origine ukrainienne. Chaim Soutine, Jules Pasquin, Kissling, Mané-Katz, etc. Et un élément particulier que nous avons vu tout à l'heure dans la présentation des documents, à savoir le mouvement particulier du dadaïsme qui est mis en scène et orchestré et drivé de main de maître par Tristan Tzara. Nous évoquerons rapidement les plus modernes, Léon Bax par exemple, qui est un créateur de costumes, Walter Spitzer, etc., etc. Je ne parle même pas, bien sûr, de ceux dont nous a parlé Izzy la semaine dernière, comme Marc Rothko, par exemple. Bon, ça, je ne le traite pas. Alors, donc, la Bible confiait des versets qui interdisent la réalisation de peintures, de statues, d'images gravées. Ça, on le sait, d'accord. Cette prohibition, qui est précisée dans le Deutéronome, s'applique à tout portrait d'une personne, d'un animal ou, je ne sais pas, d'un oiseau, d'un poisson ou d'une autre créature vivante. Et elle vise manifestement quoi ? Le risque de l'idolâtrie, tout simplement. D'un autre côté, nous avons des exemples détaillés d'habileté artistique et manuelle dans la Bible. C'est donné par exemple dans l'Exode 31, 2, 10, où on voit apparaître Betsalel, décidément, Bethsabée, non, c'est pas du tout le même style. Betsalel est distingué comme, alors, un homme, c'est le texte qui le dit, un homme doué d'un esprit divin à qui fut ordonné de construire le sanctuaire dans le désert pour le Dieu d'Israël. C'est l'architecte Betsalel, c'est le nom d'ailleurs d'un musée en Israël, il me semble, à Jérusalem. C'est Betsalel qui a été l'architecte qui a été choisi pour construire le temple du Dieu d'Israël. Le temple a été construit alors conformément à un ordre divin, et la Bible va décrire avec de très nombreux détails les formes, les couleurs, les matériaux utilisés, etc. C'est extrêmement sophistiqué et complexe, beaucoup plus que tout le monde peut imaginer. Il s'agissait donc d'une forme d'œuvre d'art exceptionnelle, remarquable, au service du rituel monothéiste juif pour combattre le symbole idolâtre par excellence, en particulier le veau d'or, puisque avant le don de la Torah définitif, les lois qui ont été écrites par Moïse et pas par Dieu, donc on est passé par l'épisode de l'idolâtrie du veau d'or. Alors, veau d'or, on ne sait pas pour rien, puisque c'est un animal qui était vénéré par les Égyptiens et qui a été une des aventures les plus tragiques du peuple juif et qui va le traumatiser pour très longtemps. Donc, on parle maintenant de l'Antiquité. Alors, on peut peut-être commencer par un premier exemple musical avec Esther Lamandier. Alors, c'est quelque chose de spécifique. C'est pas ce que nous avons déjà écouté, c'est autre chose. Ce sont des chants. Alors, au départ, le disque s'appelle Chants séfarades, mais ce ne sont pas des chants séfarades, ce sont des chants en araméen. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Moi, je trouve que cette femme a une voix magnifique. Et elle utilise sa voix de façon très intelligente à travers ses chants en araméen. Alors,
on va parler maintenant de la période de l'Antiquité à proprement parler. Des récentes découvertes archéologiques ont pu démontrer que l'interdit de l'image dans le judaïsme n'a été que imparfaitement et irrégulièrement respecté. L'une des plus remarquables découvertes du début du XXe siècle, par exemple, c'est celle qui a mis au jour en 1932 sur l'Euphrate, donc en Syrie, les vestiges de la synagogue, ce qu'on appelle la synagogue de Doura Europos, qui a été reconstruite pour être embellie, hein, pas suite à une destruction guerrière, en 245 après Jésus-Christ. Alors, on voit là ici, hein, la synagogue de Doura Europos, c'est quelque chose de très, très particulier, magnifique, enfin, que moi je trouve magnifique. Des murs entièrement recouverts de fresques peintes avec des techniques qui ressemblent plus à la période hellénistique, hein, c'est-à-dire après Alexandre le Grand, qui représentent de nombreuses scènes bibliques. Et sous ces fresques que vous voyez en hauteur, il y a d'autres fresques, d'autres compositions à caractère religieux qui sont superposées en fait. Et on peut admirer par exemple la sortie d'Égypte, l'arche d'alliance dans le temple, la victoire de Mardochée et d'Esther. Chacun de ces petits tableaux, alors c'est ça qui est très étonnant et c'est ce que les spécialistes ont remarqué, chacune de ces compositions sont reliées entre elles par des prolongements que les spécialistes désignent comme cinétiques, donc qui bougent comme le cinéma, pour assurer la continuité de l'histoire. Ce qui fait dire à l'un des savants qui ont découvert la synagogue de Doura Europos, et qui avait donc participé aux fouilles, que dès cette époque, je cite sa remarque, hein, c'est peut-être un peu exagéré, mais voilà ce que pense ce savant, les Hébreux avaient trouvé dans leurs principes les éléments qui donneront naissance plus tard au cinéma. C'est pas peu dire. Donc, et Doura Europos n'est pas une exception, hein, en fait, puisque de pareilles décorations ont été retrouvées dans d'autres monuments de la même époque. Par exemple, beaucoup de parterres de mosaïques, en particulier la synagogue de Beth Alpha, par exemple, ou de Capharnaüm, qui illustrent les signes du zodiaque ou des scènes bibliques. On voit par exemple, alors c'est assez étonnant parce que ce sont des scènes auxquelles on n'a pas du tout l'habitude de penser quand on voit des tableaux juifs. Le Abraham avec le couteau à la main, Isaac lié sur le rocher, la ligature d'Isaac, puisque vous savez que c'est très souvent très mal utilisé le vocabulaire, on dit le sacrifice d'Isaac, non, c'est la ligature d'Isaac. La main de Dieu, et alors quelque chose de très étonnant, la main de Dieu qui jaillit du ciel pour sauver Isaac, par exemple. Les archéologues, les savants archéologues pensent d'ailleurs que l'art laïque, hein, pas religieux, était finalement sujet à encore moins d'inhibition que l'art synagogal. On sait, par exemple, pour quelle raison je dis cela, on sait que, par exemple, qu'à Rome même, il y avait un artiste juif qui travaillait avec un nom curieux qui s'appelle Zoographos, c'est assez curieux comme nom, dont le talent devait être extraordinaire puisque Cicéron s'interroge. Cicéron, c'est pas n'importe qui non plus, hein. C'est l'un des plus grands avocats, un des plus grands écrivains de l'Antiquité romaine. Et donc, Cicéron s'interroge sur la nécessité d'importer dans l'Empire romain des décorateurs hébreux qui, dit-il, ont un sens de l'amalgame et de la couleur qui échappe encore aux décorateurs romains. C'est Cicéron qui parle, hein. C'est un jugement très surprenant dans la bouche d'un penseur comme lui. Alors ensuite, après cette période de l'Antiquité, que je résume rapidement, hein, on ne peut pas faire dans trop de détails, hein, dans aucun des chapitres que nous allons traiter. L'art juif va traverser une période, on va dire, une période d'éclipse, qui est liée à un mouvement qui va prendre… Alors il y a deux éléments.
premier élément qui va prendre un essor considérable dans tout le monde chrétien et l'Empire byzantin, c'est ce qu'on appelle l'iconoclastie. Quand on dit iconoclaste, l'iconoclastie, c'est le rejet de toute représentation dans n'importe quelle situation dans laquelle interviennent des éléments artistiques. Il ne faut pas de représentation humaine. Donc ça, c'est un élément chrétien. Mais il y a également, au même moment, pratiquement, le développement fulgurant de l'islam qui lui aussi rejette les représentations figuratives dans le domaine artistique. On le sait. Tous ceux qui sont allés à Séville, à Cordoue, à Grenade, etc., ont bien vu l'utilisation particulière de la géométrie artistique et non pas de la figuration artistique. Alors, ça, c'est le premier élément transitoire. Nous allons passer au deuxième élément transitoire qui est le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est le réveil d'une tradition picturale juive qui se fait d'ailleurs curieusement, non pas en Espagne ou en Provence, même si ça a eu lieu, mais plus tardivement, mais plutôt dans les régions de tradition franco-germanique. Et en particulier, vont se développer alors, de manière superbe, les manuscrits hébreux enluminés. Les plus célèbres étant par exemple les Haggadot, les rituels qui sont lus le soir du Seder de Pessah. Alors, ces Haggadot étaient conçus véritablement dans un but pédagogique et artistique, les deux. C'était des petits volumes qui n'étaient pas destinés à la lecture de la prière à la synagogue, mais qui étaient destinés à la lecture en famille, et qu'une présentation agréable et plutôt recherchée devait rendre plus attrayante, surtout pour les femmes et les enfants. Puisque, entre guillemets, parce que les femmes n'étaient pas censées aller à la synagogue pour prier. Les commentateurs artistiques considèrent que, alors, la plus somptueuse, il y en a vraiment des splendides, la plus somptueuse pour les commentateurs artistiques, c'est celle de Darmstadt, qui a été exécutée en Allemagne vers 1430. 1430. La plus illustre, de l'autre côté de la tradition espagnole, c'est celle de Sarajevo, exécutée au milieu du XIVe siècle. Donc nous sommes à peu près dans les mêmes eaux sur le plan du calendrier. Alors, ce qui est amusant et ce qui est très intéressant, c'est que pour contourner l'interdit des images humaines, les artistes juifs ont imaginé un subterfuge. Enfin, moi j'appelle ça un subterfuge, c'est une manière extrêmement intelligente de réagir. Représenter les personnages, non pas avec leur tête humaine, mais avec des têtes d'animaux. Et par contre, les gentils, les non-juifs, sont représentés avec leur tête humaine. Mais les juifs, non. Ils sont représentés avec des têtes d'animaux. Alors, je vous ai montré tout à l'heure, bon, c'est pas grave, Jean-Luc a préparé des images magnifiques de ces Haggadot qui sont enluminés. Ensuite vont apparaître des gravures sur bois d'une esthétique assez remarquable, comme par exemple celle des frères Schwarz ou de l'imprimerie de Gershom Cohen à Prague en 1527. Vous voyez que nous avons sauté un siècle pratiquement. On peut aussi noter le développement de l'art typographique, ce qu'on appelle l'art typographique, c'est-à-dire en imprimerie. Habituellement, tout le monde parle, on a tous appris à l'école l'invention de l'imprimerie par le biais de l'impression de la Bible en 1456, alors qu'il existe la preuve écrite d'une impression réalisée 12 ans plus tôt à Avignon, mais ça on n'en parle pas dans les livres d'histoire ou de... Voilà, par un juif nommé David, alors c'est un nom très amusant je trouve, David de Caderousse, avec un artisan qui était venu de Bohême et qui s'appelait Prokop Wildvogel.
Wildvogel, ça veut dire oiseau sauvage en allemand. Alors, voilà pour. Alors, on peut peut-être écouter une partie Moyen-Âge de musique, s'il te plaît, Jean-Luc. Alors, la première musique que nous avons écoutée, c'est celle de mon grand amour Salomone Rossi, donc le pendant, si on peut dire, de Monteverdi, qui était son ami et son aide, en quelque sorte, pour le faire connaître. La deuxième musique que je trouve magnifique personnellement, c'est une musique qui est extraite d'un CD qui s'appelle Musique et chant au temps de Jeanne d'Arc. Et donc, c'est de la poésie amoureuse. Voilà. Alors, nous allons maintenant passer à la troisième période, qui est la période de la Renaissance. Encore une fois, je vais vite, c'est presque caricatural, mais je suis obligé, étant donné le manque de temps, de passer sur trop de détails. On associe, donc à juste titre d'ailleurs, les merveilles artistiques de la Renaissance à l'Italie. Eh ben, les Juifs vont y participer, et parmi eux, les plus opulents qui ne vont pas regarder à la dépense. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque nous avons parlé de Donna Grazianassi, la Signora, je vous avais parlé d'un tableau qui semblait la représenter. Ça ne la représentait pas, hein, mais c'était un tableau équivalent de Grazianassi que nous avions vu par ailleurs, et qui est un tableau qui existe dans la Galerie des Offices au musée de Florence. C'est une jeune princesse avec une robe rouge absolument somptueuse, brodée avec des perles et des pierres précieuses. Et donc, il y a eu deux noms qui sont parvenus jusqu'à nous pour cette période, deux noms qui sont celui d'un graveur de médailles, qui s'appelle Moïse de Castellazzo, et celui de l'orfèvre Salomon de Sesso, S-E-2-S-O, réputé pour la somptuosité. Alors, ça, c'est pas des bijoux, c'est des épées avec leurs fourreaux. Et donc, tous les deux vont travailler. Alors, c'est ça qui est très intéressant et amusant, parce que c'est pas la première fois que nous voyons apparaître ces personnalités. Tous deux vont travailler pour le duc de Ferrare, qui a été une ville particulièrement accueillante pour les Juifs, y compris Grazianassi d'ailleurs. Voilà. La ville de Ferrare est une très 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 jolie ville. Si vous avez l'occasion d'aller en Italie, c'est vraiment un lieu privilégié sur le plan de la beauté artistique. Et donc ça, c'est donc une première période de la Renaissance. Simplement, je signale que nous avons ces deux noms en particulier qui nous sont restés. Mais il y en a d'autres, hein, mais voilà, il fallait que je sois rapide. Ensuite vient une nouvelle période d'éclipse, qui est le temps du ghetto, puisque c'est à ce moment-là que les ghettos vont naître et se développer un peu partout en Europe, et en particulier en Italie. Et d'ailleurs dont l'ostracisme fut assez implacable. Hein. Mais les Juifs, loin de sombrer dans le désespoir, vont établir des techniques assez remarquables pour la vie religieuse et familiale. Par exemple, des magnifiques compositions et décorations de verres de kidouche. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'ailleurs, quand vous allez dans n'importe quel musée aujourd'hui, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc., il y a des secteurs particuliers sur l'art juif à travers les objets rituels, précisément. Donc les verres de kidouche, les rideaux de l'Arche Sainte, les mezuzot, les plats de seder en argent ciselé, par exemple, des boîtes à épices de la Havdalah du Shabbat qui se termine, par exemple, les Hanoukiot, les chandeliers qui sont souvent pleins de grâce avec des ornements floraux, etc. C'est vraiment très, très, très beau comme objet. C'est pour ça que je disais ce n'était pas seulement la peinture, mais également les arts décoratifs. Et pas seulement.
Il y a également, par exemple, les instruments, voilà, le verre à kidouche, par exemple, les instruments de la circoncision, ou le siège qui accueille le sandak, le grand-père en général, qui prend l'enfant dans ses bras, et qui est le siège d'Élie, du prophète Élie. Il y a dans un certain nombre de musées des véritables pièces absolument somptueuses. Alors, c'est à cette époque-là, par exemple, qu'apparaissent les deux premiers grands. Alors là, ceux-là, c'est des peintres juifs à cette période-là, à cette époque. On a, par exemple, Anton Raphael Mengs, M-E-N-G-S, qui va se retrouver grand peintre, non pas pour lui, mais pour le roi de Saxe. Alors là encore, c'est quelque chose. Je ne donne pas trop de détails, mais je vous donne 2 ou 3 éléments qui vont vous permettre de voir son importance. Ce monsieur a été appelé par le pape au Vatican pour peindre la salle des papilles, ce qu'on appelle la salle des papilles. Il va également intervenir pour un autre roi, qui est le roi d'Espagne, cette fois que Charles III. Et donc, il va intervenir en particulier à Madrid, au Palais Royal de Madrid, et à Aranjuez, la ville qui a donné naissance au Concerto pour Aranjuez de Joaquim Rodrigo. Ça, c'est donc l'un des premiers grands peintres réels, qui se sont coltés avec Raphaël, le Titien, etc. Et un deuxième grand peintre qui s'appelle Jean Zaffany, c'est assez bizarre comme nom, enfin, en tout cas, ce n'est pas un nom très fréquent, qui est né, alors on pourrait penser qu'il est né en Espagne ou au Maghreb, non. Il est né à Ratisbonne en 1755. Pour avoir une idée, éventuellement, si vous voulez vous chercher sur Internet, l'un de ses tableaux les plus célèbres, c'est le tableau qui représente le duc de Gainsborough, qui se trouve à la National Gallery de Londres. Et il va même devenir le premier juif membre de l'Académie royale de peinture d'Angleterre, du Royaume-Uni. Vous voyez, ce n'est pas n'importe quel peintre. Alors, au fur et à mesure, nous avançons. Nous sommes maintenant au 19e siècle. C'est donc une période particulière. Alors, on va peut-être s'arrêter 2 secondes pour écouter encore un peu de musique. Alors, là, c'est aussi de la musique médiévale, que je trouve très jolie aussi. C'est pas médiévale, pardon, de la Renaissance, excusez-moi. C'est la Renaissance, et je vais vous dire ça tout de suite, Renaissance. Oui, voici venir du printemps, l'amoureuse et belle saison. Voilà. C'est aussi un truc d'amour. Écoutez, on en manque suffisamment de l'amour, alors je pense que ce soir, on pouvait se permettre ce type de digression particulière. Alors, pour le 19e siècle, dès 1830, par exemple, on peut dire que le nombre de peintres, de véritables peintres, c'est-à-dire vraiment de gens qui ont utilisé l'art pictural comme étant leur art, le nombre de peintres juifs va s'accroître considérablement. Des noms vont se détacher avec des œuvres, des techniques nouvelles qui vont… Alors, la plupart du temps, c'est assez curieux. C'est pas de l'antisémitisme au sens où on l'entend aujourd'hui, mais il va y avoir, ça va déchaîner des scandales et aboutir à un mouvement pictural majeur de l'art français, l'art mondial même, c'est-à-dire l'impressionnisme. Alors, il y en a plusieurs, il y en a 3, on va dire, 3 en particulier. Il y a Max Liebermann, Joseph Israels et surtout Camille Pissarro. Alors, ce Camille Pissarro, c'est un être exquis, mais qui a une histoire de vie tout à fait étonnante. Son judaïsme va être à l'origine même de la
désaffection de la critique officielle académique, en particulier concernant l'impressionnisme précisément. Je vous donne un exemple. L'académicien Gérôme, ça s'écrit G-E-R-O, accent circonflexe M-E, Jérôme, fait visiter au président Émile Loubet l'exposition de 1900. Et il va arriver à un endroit, il va lui barrer impérieusement la route et l'entrée de la salle des impressionnistes, précisément. Vous savez ce qu'il lui dit? Arrêtez, Monsieur le Président, c'est ici le déshonneur de la France. L'impressionnisme, le déshonneur de la France. Quand vous voyez le prix auquel sont vendus un certain nombre de tableaux des peintres impressionnistes, ça vous fait un peu frémir. À l'origine de ce tollé, un juif, Pissarro, l'aîné de ce qu'on appelle l'aîné des peintres de la bande à Manet. Ce n'est pas la bande à Bader, c'est la bande à Manet. Qui est né le 10 juillet 1830, alors curieusement, d'une mère créole à Saint-Thomas, qui est une île des Antilles. Son père, alors il était juif d'ascendance portugaise, il était quincaillier, et la destination prévu pour Camille, ça devait être théoriquement le négoce. Mais bien évidemment, ça n'a pas été le cas. Il faut dire, c'est quand même à noter parce que c'est relativement rare. En l'occurrence, les parents de Pissarro ont joué le jeu. Ils ne se sont pas, ils n'ont pas barré la route à leur fils par rapport à ses envies professionnelles. Et donc, il a été admis dans une école à Passy, donc il est revenu des îles pour la France. Et à 17 ans, ses parents vont le faire rentrer aux Antilles. Bon, ils se sont dit, bon, ça y est, il a suffisamment étudié, maintenant il va pouvoir faire le négoce. Mais le fils a dit, non, 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 bon, c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Et il va accepter, le père, de l'envoyer à Caracas, où il va commencer à se frotter à d'autres formes d'expression d'art. Et le père va financer donc des apprentissages dans différents ateliers et il va finir par rentrer sur Paris. Et 1874 va marquer une période décisive pour l'histoire de la peinture puisque la haine et le scandale vont naître à travers l'impressionnisme qu'un petit juif antillais porte à bout de bras, puisque c'est lui qui insiste beaucoup pour que les œuvres des peintres impressionnistes soient vues et appréciées à leur juste valeur. C'est lui qui va faire office de farfadet complice de l'accomplissement de la mesure extraordinaire de la valeur de la peinture impressionniste. Et d'ailleurs, c'est la première fois pratiquement, alors nous sommes en 1874, hein, donc nous sommes à la période du procès de l'affaire Dreyfus. Pour la première fois, une manifestation artistique d'envergure, qu'on appelle le salon, hein, puisque c'était le salon des indépendants, le salon, etc., va donner naissance à un véritable racisme exacerbé qui va devenir monnaie courante dans les lettres et les arts. Donc, par exemple, Albert Wolff, qui n'est pas juif du tout, qui était critique artistique au Figaro, va éructer avec une rage véhémente justement contre Pissarro. Voilà ce qu'il dit par rapport à des toiles de Pissarro. Hein. Les arbres ne sont pas violets, le ciel n'est pas d'un ton beurre frais. Dans aucun pays, on ne voit les choses bizarres qu'il peint et qu'aucune intelligence, sinon celle d'un juif, ne peut adapter à de tels égarements nauséabonds. C'est très rude et c'est parfaitement antisémite, la réaction de ce journaliste du Figaro. La cote d'ailleurs de Pissarro
à ce moment-là, ne va pas, par rapport aux toiles qu'il exposait, ne va pas cesser de baisser. Mais malgré tout, il va finir néanmoins par s'imposer et imposer ses amis. Par exemple, Cézanne. Cézanne, ce n'est pas n'importe quel peintre. Cézanne va le reconnaître comme son maître et il l'appelait l'humble et colossal Pissarro. C'est beau, je trouve, en termes d'amitié sincère et profonde. Je trouve que la formule est très, très réussie. L'humble et colossal Pissarro. Alors, en plus de son talent de peintre, c'est un pédagogue né et il ne va jamais cesser d'enseigner à d'autres son savoir. Un exemple, l'artiste américaine Marie Cassatt disait de lui, il était un tel professeur qu'il aurait même appris aux pierres à dessiner correctement. C'est dire le talent que Pissarro pouvait avoir. Voilà. Alors, on peut peut-être encore une autre musique et ensuite nous allons pas se parler. Je vais essayer de vous lire 2 ou 3 petits extraits ensuite. Alors là, vous venez de reconnaître la merveilleuse voix de la chanteuse israélienne du coup, de Rava Alberstein, pardon. Rava Alberstein, que je crois que Izzy aime énormément aussi. Moi, ça nous fait rappeler nos 20 ans parce que je l'ai découverte à ce moment-là. Et c'est une chanteuse remarquable qui a utilisé le yiddish de façon particulièrement intelligente et sensible, je trouve. Alors, parmi les choses que je voulais commencer à vous lire, c'est les réactions de ce livre de Bruno Alioua qui sont les mères juives des hommes célèbres. Voilà ce que Eugénie Modigliani pouvait lire lorsqu'elle recevait des mots de son fils Amédéo. Ma chère maman, je suis un criminel de t'avoir laissé si longtemps sans nouvelles, mais tant de choses. Et malgré toutes ces agitations, je suis relativement content. Je fais à nouveau de la peinture et j'en vends. C'est beaucoup. Embrasse bien fort mon père de ma part quand tu lui écris. Moi et mes lettres, nous sommes un peu ennemis, mais ne crois jamais que je vous oublie, toi et les autres. Je t'embrasse bien fort. Et il signe, au lieu de signer Amédéo, il signe Dedo. Voilà, c'est juste une petite sortie amusante, je trouve, alors que le sort de Modigliani a été plutôt tragique. Alors, ça c'est Faiga Chagall, la maman de Chagall, qui dit Moïse, parce que c'était son nom, hein, c'était pas Marc son nom, mais Moïse. Moïse, oui mon fils, je vois, tu as du talent. C'est un petit garçon fragile et rêveur. Faiga espère en faire un commis d'épicerie ou mieux un comptable. Mais l'enfant, quand on lui pose la question, répond qu'il voudrait être danseur, musicien ou poète. Il veut connaître le monde qui l'entoure. Il veut fuir cette ville où il est né le 7 juillet 1887 alors qu'un violent incendie faisait rage. Il est né près de Vitebsk. Tout le monde évacue le quartier juif situé près de la chaussée de Pestkovatik, derrière la prison et l'asile d'aliénés, et Faiga Segal est sur le point d'accoucher. On la transporte allongée dans son lit, loin des flammes, à l'autre bout de la ville. Quelques heures plus tard, c'est un garçon qui voit le jour, mais la sage-femme est inquiète, elle le trouve trop chétif. Son teint pâle affole les parents. Marc Chagall lui-même, dans son autobiographie, évoque en des termes douloureux ces instants de doute. Mais avant tout, je suis mort-né. Je n'ai pas voulu vivre. Imaginez une bulle blanche qui ne veut pas vivre, comme si elle s'était bourrée de tableaux de Chagall. On l'a piquée avec des épingles, on l'a plongée dans un seau d'eau. Enfin, il rend un faible piaulement. Le père Zahar est ouvrier dans une usine de conservation de harengs. C'est un homme simple qui se rend tous les matins à la synagogue depuis sa plus tendre enfance, comme le faisaient jadis son père et son grand-père avant lui. Son fils dit de lui qu'il avait ce cœur du peuple, poétique et émoussé de silence, à la barbe jamais tondue, aux yeux bruns et cendreux à la fois, d'un teint ocre cuite et couvert de plis et de rides. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil
émotionnelle avec les mamans de deux immenses peintres. Alors, nous allons donc maintenant parler précisément de ce qu'on a appelé l'école de Paris. Et c'est donc cette école de Paris se situe à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Ce fut le mérite de cette école de Paris de faire converger vers Montparnasse tant de talents d'expression différentes qui, s'ils ne s'étaient pas rencontrés de façon magique dans un univers restreint, n'auraient pas contribué brillamment à faire avancer l'esthétique artistique contemporaine. Moi, c'est ce que je pense. Bien avant la Première Guerre mondiale, le quartier de Montparnasse fut, alors j'emploie des guillemets évidemment, fut colonisé, entre guillemets, par des artistes venus de tous les points du globe, mais c'était les artistes juifs qui prédominaient. Il y avait une majorité d'artistes juifs. Il y a eu des gens comme Picasso aussi, hein, mais bon, la majorité était des artistes juifs qui fuyaient essentiellement, majoritairement, qui fuyaient les pogroms et les massacres de l'Europe centrale et de la Russie. Voilà. Alors, il y avait en particulier deux endroits dans lesquels les artistes se réunissaient, et c'était souvent des gens sans le sou. Hein, ils vivaient tous une période de bohème, en fait. Hein. Il y avait le Dôme et il y avait la Rotonde, qui était un café qui est, pour ceux qui vont à Paris, de temps en temps, si vous allez faire un petit tour à la Rotonde, ça vous donne l'impression peut-être de rencontrer Chagall ou Modigliani. Donc, ce qu'apportait, alors c'est ça qui est assez amusant, c'est ce que les commentateurs artistiques disent, ce qu'ont apporté les Juifs dans cette école de Paris, c'était le sentiment de déracinement, d'inquiétude, de solitude, celui de la condition humaine en fait. Et on peut dire, sans se tromper, que l'ensemble des peintres juifs a comme caractéristique une forme de mélancolie et de tendresse, de caricature et d'allégresse, d'inaltérable besoin de raconter l'histoire singulière du peuple juif. C'est comme ça que personnellement, également, je le vois. Alors, pour vous donner quand même un exemple, il y en a des centaines. Hein. Ce que je vous dis, c'est très peu par rapport à la réalité qui a eu lieu. Donc, les plus célèbres artistes juifs, Alexandre Altman, Ukraine, Marc Chagall, Biélorussie, Sonia Delaunay, Ukraine, Mikhail Kikoïn, Biélorussie, Moïse Kisling, Pologne, Max Liebermann, Allemagne, Emmanuel Mané-Katz, Ukraine, Amadeo Modigliani, Italie, Jules Pasquin, Bulgarie, Léonide Pasternak, Russie, Hugo Scheiber, Hongrie, Chaim Soutine, Biélorussie, Walter Spitzer, France, etc., etc. Donc, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait spécifique et particulier, l'école de Paris. C'est donc un terme qui désigne l'ensemble des artistes, dont un grand nombre d'étrangers, majoritairement juifs, qui ont travaillé à Paris, on va dire aux alentours de 1890 jusqu'à 1950 à peu près. Hein, et qui a constitué un centre d'art de premier plan dans le monde et qui a permis le développement de ce qu'on a l'habitude de nommer l'art moderne. Et donc, Lazare Meyer, par exemple, qui est né en 1847 à Fagersheim, en Alsace, est venu s'établir à Paris après la guerre de 1870. Il fait figure de précurseur de cette école de Paris. Alors, les artistes viennent, comme je viens de vous le dire, hein, de l'Est, la Russie, la Pologne, la Hongrie, l'Allemagne, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, etc., et représentent pour la plupart l'émancipation juive. L'émancipation juive, prolongement de la Haskalah, en fait, hein, de l'ère des Lumières. Et alors, ça va se caractériser par la perte du religieux traditionnel à proprement parler, et l'engagement politique qui va coïncider avec le contexte finalement beaucoup plus cosmopolite à la fin du 19e et au début du 20e siècle que ce qu'il pouvait être auparavant. Voilà.
Alors, là encore, je vais rapidement, hein, bien sûr. Hein. Donc, nous allons maintenant parler de Modigliani précisément. Alors, Modigliani, je disais à Jean-Luc quand nous avons préparé l'émission, peut-être l'avez-vous déjà vu ce film. Si vous en avez l'occasion, faites-le parce que c'est un magnifique film, un film français de Jacques Becker qui s'appelle Montparnasse 19 ou Les Amants de Montparnasse. Alors, et c'est un film qui raconte l'histoire de Modigliani et de façon assez amusante et paradoxale. Le garçon, l'acteur qui joue le rôle de Modigliani, c'est Gérard Philippe, qui n'était pas juif. Et le rôle qui est joué par Anouk Aimée, c'est celui de son amoureuse, qui lui a prouvé son amour, hein, on va y revenir, qui était joué donc par Anouk Aimée. Voilà, on voit l'affiche du film de l'époque. Voilà, c'est un film de Jacques Becker, donc franchement, c'est un film magnifique. Alors, Amédéo, je suis désolé, je me trompe quand si je dis Amadeo, ça va vous faire penser à Amadeus Mozart. Non, c'est un peu le même prénom, hein, mais c'est Amédée en fait, hein, et c'est Amedeo. Clemente Modigliani est né le 12 juillet 1884 à Livourne, en Italie. Il est de santé fragile et sa famille est issue de la bourgeoisie juive, mais plutôt désargentée. Du côté de sa mère, on soutient sa vocation précoce d'artiste et sa formation va le mener de la Toscane à Venise avant qu'il se fixe à Paris en 1906. C'était un beau gosse, hein. Vous voyez son portrait, il était plutôt sympa, plutôt mignon. Il se lie d'une amitié très forte avec Utrillo, Max Jacob, Lipschitz, Kissling et Soutine. Et on peut dire que Modigliani, c'est la figure symbolique, fondamentale de la bohème parisienne. Alors, à cause de ses problèmes pulmonaires, il va se tourner vers la sculpture, mais il est contraint quand même d'abandonner pour reprendre la peinture qu'il adore. Et il va produire beaucoup, mais vend très peu d'œuvres. Et il va mourir à 35 ans seulement, hein, c'est extrêmement jeune, d'une tuberculose qu'il a contractée dans sa jeunesse. Et il va alors il y en a d'autres, hein, mais un des premiers à incarner de façon symbolique, là encore, la figure mythique et romantique de l'artiste maudit. Vous savez, c'est quelque chose de très romantique. On voit dans les chansons ou dans les films ou dans les romans l'artiste maudit. Et donc, alors pourquoi il est maudit? Parce que il était un artiste génial, qui était en particulier d'ailleurs spécialisé dans le portrait. Hein, les peintures que l'on voit dans les ouvrages d'art consacrés à ce peintre, ce sont plutôt des portraits. On voit des visages très allongés, presque sans pommettes, avec des yeux extrêmement petits, mais qui sont tous toujours expressifs malgré tout. Enfin, c'est ce que je pense. Et donc, il va se détruire à la fois par l'alcool et la drogue. Et il vivait une vie de bohème tragique, hein, sans moyens, même si la famille le soutenait, si vous voulez, mais elle n'était pas suffisamment riche pour pouvoir soutenir financièrement comme il aurait pu ou comme ils auraient dû le faire. Il y a eu une femme qu'il a aimée, vraiment un amour fou. Voilà le livre sur Modigliani. Vous voyez le visage, hein, l'attitude de la jeune femme, elle est un peu déhanchée en quelque sorte. Et ce que l'on voit apparaître de plus significatif, de plus expressif, curieusement, c'est précisément ce visage avec ses yeux bleus qui n'ont même pas de pupilles. Et donc, il va tomber fou amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Jeanne Hébuterne, Hebuterne.
Jeanne Hébuterne, qui était d'une famille catholique très antisémite, en plus. Et alors, ce que je vous disais, l'aspect bizarre ou l'aspect paradoxal, c'est que c'est une actrice juive, Anouk Aimée, qui jouait le rôle de cette fille venue d'une famille antisémite, et c'est Gérard Philippe, qui n'était pas juif, qui joue le rôle du peintre juif Modigliani. Bon, bref. Lorsqu'il va mourir, Jeanne Hébuterne était tellement folle amoureuse de lui, elle était enceinte de lui, et elle s'est suicidée le lendemain. Le lendemain de la mort de Modigliani, Jeanne Hébuterne, elle était très jolie en plus, hein, et elle s'est suicidée. Et elle n'avait que 22 ans. Elle est née en 1898 et elle est morte donc en 1920. Alors, il va laisser 28 sculptures en pierre essentiellement, des têtes de femmes avec des influences nettes de Brancusi, peut-être que vous connaissez aussi, c'est un artiste de la même époque à peu près. Et il est aussi sous l'influence, vous voyez ici, là, on voit aussi le chapeau, mais vous remarquerez toujours qu'il n'y a pas de pupille. On voit le blanc des yeux qui est bleu, on voit un ray qui ressemble au nez avec une bouche, mais il y a très peu de détails et pourtant les tableaux sont toujours extrêmement expressifs. La pureté des formes, leur élégance, l'étrangeté des personnes qui sont peintes. Les toiles qu'il a peintes sont au nombre, alors imaginez, hein, sont au nombre de 400 toiles peintes par Modigliani, et ça comprend essentiellement des nus féminins et des portraits d'une finesse et je trouve personnellement, d'une tristesse infinie. Et alors, ce qui est là aussi, c'est assez curieux, il a aussi lui-même détruit, beaucoup d'autres peintres dont nous allons parler ont fait la même chose, hein, ils ont détruit beaucoup de leurs propres œuvres. Alors, l'histoire familiale est particulière parce que des deux côtés, ils sont d'origine séfarade, les Modigliani. Le père descend d'une riche lignée de banquiers, mais de banquiers qui ont fait faillite. Et sa mère est issue même de la famille de Spinoza. C'est assez curieux. Voilà. Là, on voit dans le Montparnasse 19, on voit la jolie tête d'Anouk Aimée qui était particulièrement jolie et fine et qui joue le rôle de Jeanne Hébuterne. Il a été initié très tôt à l'hébreu. Alors ça aussi, c'est très amusant. Il a beaucoup aimé l'hébreu et il s'est tourné un peu sur le tard, mais sur le tard, étant donné qu'il est mort à 35 ans, on ne peut pas dire vraiment le tard, mais il s'est tourné vers l'étude de la Torah. Et il était très fier de faire sa bar mitzvah et d'appartenir au peuple juif. Il n'a jamais renié son identité juive. Et on peut dire, enfin, c'est ma conclusion, je vais rapidement bien sûr, hein, il avait un charme fou de beau gosse fragile, dont la personnalité donc, a été magnifiquement interprétée, magnifiquement incarnée par Gérard Philippe dans ce film, c'est un film culte, hein, Montparnasse 19. Voilà, on peut prendre une petite pause musicale. Alors là, nous venons d'entendre un interprète absolument magnifique, somptueux, français, jeune, qui s'appelle Alexandre Tarot, et il interprète les concertos italiens de Jean-Sébastien Bach. Voilà. Alors, nous allons maintenant traiter d'un aspect assez spécial et particulier, hein, qui est né dans l'école de Paris, qui est le mouvement Dada. Alors, le mouvement Dada, c'est la personne qui a eu en charge la connaissance et le développement du mouvement Dada. Alors, il n'est pas véritablement peintre, il est plutôt écrivain, mais il s'est acquitté de ses
de ses devoirs de peintre à travers d'autres amis qui étaient peintres. Il s'appelle Tristan Tzara, donc de son vrai nom Samuel Rosenstock. Il est né le 16 avril 1898 à Monesti, en Roumanie, et il meurt le 24 décembre 1963 dans le 7e arrondissement de Paris. Sa famille fait partie des 800 000 personnes juives recensées à qui le Code civil refuse d'accorder la nationalité roumaine. Il était roumain. Hein. Son père est cadre dans une société d'exploitation pétrolière et tous ses professeurs notent en particulier son ouverture d'esprit remarquable, sa curiosité intellectuelle infatigable, disent-ils. Alors, et on va voir que ces qualités que reconnaissent ces professeurs vont trouver leur choix magnifique à travers les réalisations et les envies de ce bonhomme. C'est vraiment un bonhomme très, très spécial et particulier et très intéressant, très amusant. Il va créer en 1912 sa première revue littéraire avec son camarade qui s'appelle Marcel Janco, pas Yankou, mais Janco. Et alors, voilà ce qu'il dit, hein, il s'imagine en ange noir du symbolisme triomphant. C'est là déjà, on voit tout de suite déjà le caractère de ce personnage. Hein. Il s'imagine en ange noir du symbolisme triomphant. En 1915, il va changer son nom, qui se lit de la façon suivante. Alors, Tristan, c'est le Tristan du Tristan et Isolde de Richard Wagner, et ça veut dire triste. Et Tzara, alors en roumain, Tzara se dit Tara. Et il va donc son nom va se lire de cette façon, triste dans son pays natal. Tzara, ça veut dire pays natal. Alors, ça en dit long sur le caractère de ce monsieur. Hein. Il adore choquer le bourgeois, ça fait vraiment partie de l'essence de son personnage. Il adore choquer le bourgeois, il se passionne pour l'œuvre d'Arthur Rimbaud. Là encore, il ne va pas se passionner pour Corneille, il se passionne pour Rimbaud. Et il fait du recueil de poésie, il fait un recueil de poésie qui s'appelle Les Chants du Gibet de Christian, alors il s'appelle Christian Morgenstern. Et il fait de ce livre de poésie son livre de chevet, le livre de Christian Morgenstern. Alors c'est assez bizarre d'ailleurs parce que je n'ai pas eu le temps de me préoccuper de ce Christian Morgenstern. Je ne sais pas il était juif ou pas. Morgenstern, c'est comme Easy, mais Christian, c'est pas très fréquent de voir des prénoms aussi chrétiens dans la population juive. Et bon, je me renseignerai, je vous le dirai une autre fois. En tout cas, le recueil de poésie de ce Christian Morgenstern, qui s'appelle Les Chants du Gibet, vont devenir son livre de chevet. Alors, il va s'installer en Suisse, où il va mener une vie de bohème avec de nombreux amis, en particulier dans un lieu qui s'appelle le Café Voltaire. Et donc, il a créé ce mouvement Dada, il a été son plus ardent propagandiste pour ce mouvement Dada. Alors, pourquoi Dada? Il s'est amusé avec son ami Marcel Janco, il s'est amusé à placer un morceau de papier dans un dictionnaire pour savoir au hasard quel pouvait être le nom qu'il pouvait donner à leur mouvement, et c'est tombé sur le mot Dada. Donc, il sera considéré comme le chef de file de ce qu'on appelle l'art nouveau, un art révolutionnaire. Hein. Voilà, Christian Morgenstern, vous le voyez là. Hein. Il a une tête un peu bizarre, mais bon, c'est un avis tout personnel. Il va être considéré comme le chef de file de l'art nouveau. Il va défendre l'art abstrait, la fantaisie, la nouveauté. Il va ouvrir une galerie d'art Dada. Il va faire des conférences. Il va même écrire. Alors, il a écrit des dizaines et des dizaines d'ouvrages, vraiment. L'un des premiers écrits, c'est la première aventure. Alors, regardez le titre. Hein,
La première aventure céleste de Monsieur Antipyrine, 1916. Il va écrire 7 manifestes Dada en 1924. Il va faire fureur à Paris, hein. Il va être fêté par Aragon, Philippe Soupeau, André Breton, et il va s'adjoindre l'amitié en particulier d'un grand peintre de cette époque-là aussi, qui n'est pas juif, qui s'appelle Francis ou Francisco Picabia. Voilà. Alors, la maîtresse, c'est là aussi, pourquoi on appelle ça Dada, soi-disant, ce serait lié au fait que la maîtresse de Picabia accouche en 1920 et le bébé n'arrête pas de pleurer, comme souvent les bébés à la naissance. Eh bien, Tristan Tzara, va calmer les pleurs du nouveau-né en lui chantant Dada, 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 Dada. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai trouvé ça amusant de vous le dire, donc je vous le dis. Il a été marié à une artiste poétesse suédoise qui s'appelle Greta Kunsson, qui est morte en 1942, et ils ont même eu un fils ensemble qu'ils ont appelé, alors là encore c'est assez curieux, hein, parce qu'il était quand même juif, mais il a appelé son fils Christophe, en 1927, né en 1927. Il va même tenter l'adhésion au Parti communiste en 1936, et par contre, il va rejoindre la résistance et la résistance juive pendant la Deuxième Guerre mondiale. Curieusement, après la guerre, il se passe. Alors, c'est ça qui est très bizarre, qui est très amusant, c'est pour cette raison que je voulais aussi vous en parler. Après la guerre, curieusement, il va se passionner pour l'occitan, notre langue de région. Et il va créer avec Jean Cassou l'Institut d'études occitanes. Et il meurt donc le 21 décembre 1963. Son œuvre est immense, immense, immense. Hein. Vraiment, il y a des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'ouvrages. Alors, les titres sont très intéressants aussi. L'homme approximatif, la main passe, le cœur à barbe. Voilà. Ça fait partie des personnages étranges de cette période qui ont vécu leur judéité d'une certaine façon, hein, pas du tout de façon classique et traditionnelle, mais de façon finalement assez intéressante. Là, on voit la page de garde d'un livre sur Pissarro. Les tableaux de Pissarro, je trouve ça très beau. Hein. Enfin, vous me direz votre avis. Hein. Je trouve que c'est plutôt beau. Ça, c'est Chagall, mais bien sûr. Alors, il y a un côté, ce que disait Izzy la semaine dernière est très juste. Il y a un petit côté pseudo-chrétien dans la peinture de Chagall, un côté presque naïf. Vous connaissez cette formule le prix Nobel de littérature, Isaac Bashevis Singer. Voilà. Les êtres humains sont comme les personnages peints par Chagall, mi-mendiants, mi-archanges déchus, qui cousent pour l'éternité la terre et le ciel avec un fil de lune. Bien, je trouve que ça décrit assez bien le type de peinture de Chagall. Alors ensuite, nous allons passer à deux artistes affreusement tristes, Chaim Soutine et Jules Pasquin. Alors Chaim Soutine, il est né en 1893 à Smilovici et il est mort à Paris en 1943. Son père Salomon était il raccommodait les tissus chez un tailleur. Et sa maman, Sarah, a eu 11 enfants.
Alors, il a souffert d'une enfance très difficile dans le ghetto, mais cette vie-là, à ce moment-là, est assez mal connue. On ne sait pas, est-ce qu'il a été battu par son père, par ses frères, on ne sait pas trop, mais il a été très malheureux dans sa prime jeunesse. Alors, il a été perçu comme un être extrêmement timide, quasiment asocial. Alors, peut-être autiste, on ne sait pas. On n'a pas comment dirais-je, de diagnostic médical sur son caractère, mais il traverse des années de misère dans la bohème parisienne de Montparnasse. Il ne sera reconnu que dans les années 1920 par le collectionneur américain Albert Barnes. Et Soutine a eu des relations très compliquées avec ses mécènes, mais de façon générale, il a eu des relations très compliquées avec les êtres humains qui l'entouraient. Un ulcère à l'estomac va le faire souffrir toute sa vie. Son exigence l'a contraint à détruire une grande partie de ses œuvres, lui. Voilà, lui encore un autre qui a détruit une grande partie de ses œuvres. Il avait peint 500 tableaux qui ont été signés, mais jamais datés. On n'a pas de date, mais ils sont signés par lui. On a la signature. Alcool et liberté, précarité et travail, enfin, voilà quelles sont les qualités principales. Alors, vous voyez des toiles de Soutine, elles font assez froid, enfin, moi je trouve qu'elles font assez froid dans le dos, elles sont terriblement parlantes et terriblement cruelles. Alors, comment dire, il se spécialise dans comment dire, trois consignes particulières de la peinture traditionnelle. Il y a l'art du portrait, l'art de la nature morte, et le troisième, c'est le paysage, pardon. Voilà. Donc il y a ces trois grands chemins empruntés par les peintres traditionnels: le portrait de l'être humain, le paysage et la nature morte. Mais à chaque fois, quand il a traité de ces trois grands chemins classiques, traditionnels de la peinture, il les a traités de façon spécifique, particulière, terrible. Terrible. Ce sont des formes, par exemple, on le voit là, par exemple, des formes presque convulsives des personnages. Ça va pratiquement jusqu'à la déformation du sujet ou de son visage. Autant, il me semble, autant il y a une forme de sérénité dans les portraits peints par Modigliani, autant il y a, même s'il y a du tragique dans Modigliani, autant chez Soutine, on sent une sorte d'enfer intérieur, enfin quelque chose de grave se passe. Et Soutine essaye de le mentionner, de l'exprimer avec sa peinture. En fait, c'est ce que dit un commentateur artistique. Il dit c'est de l'esthétique torturée. Et je crois que c'est vrai. Lui aussi, c'est un artiste maudit. Et fidèle à l'étoile du réfractaire, il va porter jusqu'au délire la fatalité juive. Et alors, dans sa façon de traiter les personnages, curieusement, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous devez connaître, il y a une forme d'égalité de traitement des personnages avec le peintre Le Greco. On dit que Le Greco avait des problèmes au niveau des yeux qui ont fait, sur le plan médical, ce qui a fait qu'il a toujours peint ses personnages avec des traits très allongés, parce que c'était sa façon de voir les êtres humains qu'il avait en face de lui. Et certains commentateurs artistiques pensent qu'il y a une familiarité ou un voisinage entre l'œuvre de Soutine et l'œuvre du Greco. Vous me direz ce que vous en pensez. On peut entendre une autre plage musicale, Jean-Luc, s'il te plaît?
Alors, nous venons d'entendre le deuxième mouvement magnifique, somptueux, de la quatrième symphonie dite tragique de Tchaïkovski, interprétée par l'ancien chef d'orchestre du théâtre du Capitole, Tougan Sokiev, qui avait été, entre guillemets, renvoyé au moment du démarrage du conflit entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'il est lui-même d'origine russe. Alors que ce n'est pas sa faute, évidemment, s'il y a eu le conflit avec l'Ukraine. Je trouve ça assez ridicule, mais bon. Alors, un autre artiste triste, mais je dirais tragique, c'est Jules Pascin. Alors, ce Jules Pascin, il s'appelait en réalité Julius Mordechai Pinkas, P-I-N-C-A-S. Il est né le 30 mars 1885 en Roumanie et il est mort le 2 juin 1930 à Paris. Alors, il naît dans une famille aisée de négociants dont l'origine juive est espagnole par le père, qui s'appelait Marcus, et italienne par la mère, qui s'appelait Sophie. Et très jeune, il entretient alors c'est assez bizarre parce qu'il a eu une vie de bâton de chaise, ce Pascin. Il entretient une liaison avec une courtisane qui est tenancière d'une maison close. Très jeune, hein, il avait 17 ans. Ce qui va influencer, à mon sens, ce qui va influencer son œuvre. Il devient par exemple l'ami de Guillaume Apollinaire et il prend le nom de Pasquin, qui est un anagramme de Pinkas en fait. Hein. C'est un anagramme de Pinkas. C'est le même nombre de lettres, les mêmes lettres, mais mises dans un ordre différent. Alors, il est d'abord influencé par ce qu'on a appelé le fauvisme, c'est-à-dire de la peinture qui avait cette particularité d'être particulièrement colorée dans les tons de fauve, par les nabis. Alors, les nabis, nabis, c'est un terme hébraïque, en fait, ça veut dire les prophètes. C'est les peintres qui ont été appelés les nabis, et aussi par le cubisme. Donc, vous voyez qu'il mangeait à tous les râteliers, si je peux employer cette expression vulgaire. En 1907, il va se lier avec Hermine David, qui est une femme artiste peintre, et sa maîtresse, Lucie Knopf. Alors, je trouve que c'est très intéressant de voir comment un génie littéraire comme Ernest Hemingway a décrit Pasquin. Et dans son roman Paris est une fête, que vous connaissez certainement, hein, c'est un des romans les plus célèbres d'Hemingway, il va écrire un chapitre intitulé Avec Pasquin au Dôme, le fameux café dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la rotonde. Et alors, ce malheureux Pasquin, enfin ce malheureux talentueux Pasquin, hein, il va se suicider à l'âge de 45 ans en s'ouvrant les veines des deux bras. Et il va écrire avec son... Alors, ce n'est pas Omar m'a tué, mais il a écrit avec son sang « Adieu la vie ». Je trouve ça d'un tragique absolu, étant donné la qualité exceptionnelle de sa peinture. Il était rongé à la fois par l'alcool, le doute, la vie de bâton de chaise qu'il a menée pendant des années, et depuis tout jeune en fait. Hein. Voilà. Alors, avant de terminer, j'ai été obligé d'aller très rapidement, bien sûr. Hein. Je voudrais parler quand même d'une femme peintre. Ça me paraît important. C'est Sonia Delaunay. Donc, en réalité, elle ne s'appelait pas Sonia Delaunay, elle s'appelait Sophie Stern ou Sarah Inichna Stern. Elle est née le 14 novembre 1885 en Ukraine, à Gradisk. Alors, c'est assez amusant. Hein. Son père était ouvrier dans une fabrique de clous. Et elle a dit de son père, je tiens de lui une grande, j'arrive plus à me lire, une grande exigence, pardon, une grande exigence. Il m'a légué l'honnêteté. C'est beau comme portrait de son propre père. Et sa mère, donc, c'était une femme tout à fait charmante, mais simplement, elle avait un frère, sa mère,
qui était avocat à Saint-Pétersbourg. Et lui a demandé, puisqu'il n'avait pas d'enfant, il a demandé à adopter la petite Sonia, Sophie. Donc, c'est ce qui a été fait. Elle a été officiellement adoptée par son oncle. Elle a pris son nom et elle va donc se lier au fur et à mesure, petit à petit, elle va se lier avec, elle va s'inspirer, on va dire plutôt, de Van Gogh, de Gauguin, du fauvisme, etc. Et pour pouvoir partir de façon indépendante, elle a épousé un premier homme et elle va se remarier avec un second mari qui s'appelle Robert Delaunay. C'est pour ça qu'on l'appelle Sonia Delaunay. Alors voilà les peintures de Delaunay, vous voyez que c'est très coloré, c'est très gai par rapport à ce qu'on a vu de Soutine ou de Pasquin, avec une forme de peinture qu'Apollinaire avait défini du terme vague d'orphisme, O-R-P-H-I-S-M-E, orphisme, en faisant référence à Orphée, le poète Orphée, de Orphée et Eurydice. Et alors, elle va de plus en plus être attirée par l'art abstrait, elle va s'occuper également non seulement de peinture, mais de tissu, pour pouvoir faire des costumes de scène pour les danseurs ou les comédiens. Alors, ce sont plutôt, vous voyez, comme vous voyez là, c'est de l'art abstrait. Hein. Moi, je trouve ça très beau parce que c'est de l'art très dynamique. Ce sont des formes géométriques très douces, mais avec des couleurs très franches. Et donc, c'est un mouvement vibrant des couleurs qui va créer une forme d'aspect mécanique qui bouge. C'est vivant. C'est pas quelque chose de terne et d'immobile. C'est quelque chose je trouve que ce sont des tableaux qui bougent. Voilà, bon, il est 8 heures, on n'a pas le temps de tout traiter. Donc, si vous voulez juste un dernier peut-être extrait musical, et après on peut passer à quelques questions, si vous voulez bien. Voilà, comme beaucoup d'artistes de cette époque venaient d'Europe centrale et de Russie, j'ai pensé qu'il était intéressant d'écouter de la musique populaire russe, là, qui parlait des steppes russes. Voilà. Merci, merci beaucoup Roger pour cette vraiment incroyable voyage, incroyable vraiment. Hein. Merci beaucoup à vous Roger. Hein. Allez, on va passer aux questions. Allez, on vous laisse activer vos caméras, qu'on termine tous ensemble. N'hésitez pas à activer vos caméras. Et avant de passer aux questions, on va juste comme d'habitude regarder un très court extrait vidéo sur Modigliani et que nous commentera après Roger. Mais on a aussi prouvé avec cette étude que finalement les compositions sous-jacentes, il s'en sert sur les compositions finales. Donc, ce qui pourrait apparaître une faiblesse, il en fait une force. Et pour certains, comme sur Antonia, il y a quasiment au moins 6 compositions sous-jacentes. Donc, même quand il se met des barrières comme ça ou des difficultés comme celle-ci, il tourne la toile, il va parfois redessiner sur quelque chose, enfin repeindre sur quelque chose qui est déjà peint.
Roger, que vous inspire Oui, ce décryptage? Merci beaucoup, Jean-Luc, parce que c'est vrai, c'est vraiment très intéressant parce que on sent que, d'abord, d'une part, effectivement, pas à cause de la misère de sa situation matérielle, il était obligé de réutiliser des toiles qu'il avait déjà peintes, et donc il a peint les unes sur les autres des toiles. Et d'autre part, ce qui est intéressant, ce qu'elle disait à la fin, la dame, c'est qu'il s'est essayé à de la peinture de paysage, alors que ce n'était pas dans ses habitudes, c'était plutôt des portraits. Donc c'est intéressant de voir comment il s'est senti intéressé par ce type de peinture alors qu'il n'en avait pas l'habitude. C'était un désir plus qu'un raté, comme dit le commentaire de ce documentaire. Super. Allez, on va passer aux questions. Donc, questions, commentaires. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Là, je regarde tous à l'écran. N'hésitez pas à lever la main ou vous manifester pour la première question. Peut-être le temps de lancer les questions, Roger, peut-être dire un moment. Évidemment, le temps pressait, vous n'avez pas pu parler de tous, mais est-ce qu'on peut dire en quelques secondes un mot sur Utrio et son apport? Alors oui, il y a un certain nombre de peintres qu'on connaît. Enfin, certains on les connaît, mais on en connaît moins par rapport aux plus connus comme Chagall, par exemple, parce que Chagall aussi, on a malheureusement pas parlé. Mais Chagall est enfin, au trio, comme Chagall, sont des peintres qui nécessitent, à mon sens, qui nécessitent un petit. Chagall peut-être moins. Il y a peut-être moins d'efforts à faire pour comprendre ou apprécier ou digérer de la peinture de Chagall. Au trio, c'est un peu plus complexe, effectivement. Donc, ce sont des peintres qui se sont qui ont, c'est ce que disent les commentateurs artistiques. Ils disent c'est l'expression d'une fatalité, la fatalité juive. Alors, je fais pas d'obsession là-dessus, mais je pense qu'il y a un peu de cela dans le fait de travailler comme ils ont travaillé avec des sujets qu'ils ont choisis, de la façon dont ils les ont choisis. Il y a une forme d'attachement, une forme de fidélité identitaire. J'ai cette impression. Voilà, peut-être que vous avez pas du tout ce type de sentiment vous-même. Alors, je me tourne vers vous. Allez, qui veut passer une question, une remarque? Easy, il n'y aura pas d'émission sans une remarque d'Easy. Allez, Easy, au moins une petite remarque, je vous active le micro. Alors vos remarques sur pressentiment sur ce petit voyage, enfin incroyable d'ailleurs. Merci. Oui, je suis bluffé parce que c'est pas mon domaine d'expertise, la peinture. Mais à l'âge que j'ai une certaine culture et j'en apprends toujours des tonnes et tu navigues là-dedans comme si c'était toi qui avais rédigé le monumental livre sur la peinture et les Juifs depuis la nuit des temps. Là, vraiment, ça m'a fait quelque chose. Donc, je te remercie. Je dois m'excuser parce que j'ai fait des allers-retours parce que, évidemment, mes enfants qui planifient leur compte VTP ont tous appelé en même temps. Donc, vous n'avez pas eu le son, vous avez vu que c'est parti. J'ai deux petites choses à dire, à part, plus que mes remerciements, un exercice d'admiration. Je le dis très sincèrement. J'ai été sollicité, donc c'est normal que tu ne sois pas tombé dessus, mais moi, le hasard a fait que je suis tombé dessus. En 2008, c'est Dieu, pour faire le portrait d'un dénommé Blondel. Et alors, pourquoi est-ce qu'on m'est tombé dessus? Ce Blondel, alors, depuis, j'ai retrouvé la paperasse, parce que il s'appelait Chaillet-Blonder. Il faisait partie de l'école de Paris, et donc je ne le rajoute pas parce qu'il faudrait voir cette toile. Il y a un côté Utrio, il a peint en Pologne, il est venu en France avant la guerre grâce à une bourse, il a été caché dans le Carcassonnais, et la quasi-totalité de ses œuvres sont à Carcassonne, Et comment dirais-je, il ne fait pas partie du must. Moi, je trouve que c'est magnifique ce qu'il fait, et donc je suis tombé d'accord avec les enfants, je ne me faisais pas payer et tout,
mais il fallait que je trouve une télévision quand même pour le montrer, ça sert à rien de bosser. Et ils se sont peut-être découragés d'avoir à attendre, et ils ont fait faire un film par quelqu'un qui est passé sur TLT, la télé de Toulouse. Donc c'est peu dire que personne l'a vu, mais ce film existe. Bah oui, c'est TLT. Moi, je leur ai dit, faites pas ça, mais enfin bon, c'est la famille. Et donc, voilà, je rajoute, alors son nom exact, c'est Chaïeb Blander. Et tous les gens avec qui il a travaillé, il a été dans la résistance et tout, je n'en connais aucun. Des noms polonais à coucher dehors, des peintres, hein, et des juifs peintres. Et donc, dans la liste de l'école de Paris, il y a une liste B de tous ces gens. Ça, c'est un truc que je voulais ajouter, juste pas pour faire le malin, mais pour dire que j'étais tombé dedans il y a longtemps. Un truc plus pour faire le malin, et c'est une remarque, à propos du refus de l'idée. Tu dois savoir, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, je suis un militant de ce texte. Il y a un texte de Lévinas qui s'appelle La réalité et son ombre, où il flingue la peinture. Et vraiment, il la flingue. Il dit la Joconde sourira comme une niaise jusqu'à la fin des temps. Et on comprend quelle est l'objection. Il en a deux. Un, le peuple le plus cultivé d'Europe à l'époque, les nazis, les Allemands, faisaient de la peinture, de la musique, et ça les a pas empêchés d'être des barbares. Et pendant les 5 ans où il était au Stalag, comme soldat français, sinon il aurait été déporté, il a réfléchi à cette histoire et il a inventé un terme qui s'appelle la transdescendance. Et je le dis en 2 mots, les images qui ne bougent pas, c'est-à-dire la peinture, nous ramènent à un déjà eu lieu sans infini. Je sais, et vous savez beaucoup, que l'obsession de Lévinas, c'était que les choses soient ouvertes vers l'infini. Il a écrit un livre dont le titre, Totalité et Infini, dit la totalité. C'est le fascisme, c'est le nazisme, c'est le totalitarisme, et l'infini, c'est le judaïsme, c'est-à-dire qui est ouvert sur l'au-delà. Et donc, la peinture, il en met, c'est un petit texte de 30 pages, qu'on trouve facilement dans le commerce. Pour ceux qui ont envie de dire du mal de la peinture, tout est dedans. Et à chaque fois, je l'ai sorti dans des conférences, et c'est toujours sur ma pas sorti moi. Mais je disais, mais attendez, c'est Lévinas. C'est pour dire que cette question a été débattue récemment encore, du temps de Lévinas. Et dernier truc, je voudrais te remercier pour Chava Alberstein, parce que j'ai une passion pour cette chanteuse, et une passion en particulier pour l'interprétation qu'elle fait en yiddish de chansons du répertoire. Je ne savais pas qu'elle est née à Gdansk, qu'elle était yiddishophone quand elle était gosse, et c'est vraiment magnifique. Donc voilà mes remarques. Le pire, vous pouvez oublier Lévinas, mais Lévinas, son texte est d'une intelligence redoutable. Voilà. Roger. Oui, merci Izzy, parce qu'effectivement, c'est Chava Alberstein. Moi, je trouve que c'est une chanteuse qui n'a pas la place qu'elle mérite dans le panthéon des auteurs ou des interprètes de chansons. Je trouve ça très dommage, parce que vraiment, c'est quelqu'un d'énorme qualité humaine et artistique, ça c'est vrai. En ce qui concerne Lévinas, je pense que est-ce que c'est pas pour lui une façon de jouer un peu le rôle plutôt que d'affirmer une vérité qu'il pouvait posséder profondément, je ne sais pas. Si, il est connu, mais on va pas rentrer. Tu sais qu'il y avait des colloques sur Lévinas à Toulouse. Oui. Je suis allé à différents colloques que j'ai organisés un peu partout. La notion de totalité est très problématique. Or, une image n'offre pas d'échappatoire. C'est un problème qu'avait Rothko. C'est pour ça qu'il peignait flou. Aussi pour qu'il y ait un espace au-delà de l'image. Il n'avait pas lu Lévinas, mais il était son voisin balte. C'est-à-dire, ils sont nés à la même époque, l'un à côté de l'autre. Et cette hantise de l'idolâtrie par rapport à des objets qui ne sont pas en mouvement, il a fait remarquer pour certains, quand ça bouge, de l'honneur, c'est vivant, tu as raison, parce qu'ils essayent de mettre du mouvement. Et Lévinas, qui était un gars tout sauf drôle, vraiment, c'était pas un comique du tout. Très sérieusement, il a répondu à Sartre
qui était en 47 contre l'art engagé, et il a dit l'art ne nous mène nulle part. Et Sartre est un pauvre air. Et puis il a enterré ce texte, parce qu'il a compris qu'il n'y avait pas d'avenir dans ce créneau, et on l'a déterré. Et voilà, on le trouve en poche dans un truc qui s'appelle, je sais pas, enfin, le texte s'appelle La réalité et son. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on ne sait pas du tout, avec la guerre en Syrie, on ne sait pas du tout ce qu'est devenu cette synagogue de Doura Europos. J'espère qu'elle n'a pas été massacrée. Elle a été volée par les Américains. Ah ouais? Et les fresques sont à Yale, à l'abri. Ouais. Et alors, deux choses. Je ne savais pas ça. Moi, je m'en suis servi pour illustrer la série que j'ai faite sur l'archéologie biblique, parce que je trouve absolument magnifique. Et donc, en travaillant là-dessus, j'ai appris que juste à côté, il y a un baptistère chrétien, plus petit. La synagogue est plus grande que le baptistère. Peut-être que c'était déjà encore l'époque où les synagogues étaient plus grandes que les lieux chrétiens. Et c'est le même artiste. Et donc, il y a un côté Vénilia, tu vois. Ils ont fait venir un gars pour faire le décor de tout ça. Et il a fait le décor des Juifs pour les Juifs. Et on voit Christ, Saint Paul dans le baptistère. Magnifique aussi. Merci Zi. Comme le temps avance, je voudrais voir s'il y a d'autres questions sur si les gens veulent intervenir. Oui, merci Zi. Dans un exercice d'admiration, rajouter mon grain de sel. Mais tu as très bien fait. Merci à toi Zi. Y a-t-il d'autres questions? Ok. Alors moi, j'avais commencé à y répondre en regardant une question vraiment d'un néophyte, une question sur les ponts entre la peinture et le théâtre. Alors j'ai cru comprendre un certain lien très particulier la semaine dernière avec Rothko. Quel est ton regard, toi, Roger, sur les ponts possibles, entre la peinture et le théâtre? Et si Izzy, j'imagine que Izzy a son idée là-dessus. Il y a eu plusieurs exemples d'illustrations par des peintres de scènes de théâtre, ne serait-ce que le rideau de scène qui se trouve ici à Toulouse au musée des Abattoirs, qui est de Picasso, par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de peintres qui se sont essayés à exprimer leur art à travers l'expression parallèle ou à côté du théâtre. Donc c'est quelque chose qui n'est pas incompatible. Je n'ai pas parlé, j'ai pas eu le temps de parler. Il y a un autre aspect d'un artiste juif qu'on connaît peu, qui s'appelle Léon Bakst, qui a fait les costumes de la troupe de danse de Nijinsky. Et donc c'est un Serge Lasque aussi. Serge Lasque. Oui, que présentait Izzy. Sa carrière, entre guillemets, dans la confection, comme beaucoup de juifs après la guerre, a fait des costumes de théâtre. Oui, donc c'est pas du tout incompatible le fait que un artiste peintre juif puisse exprimer sa façon de voir le monde à travers l'expression d'une pièce de théâtre, oui. Super. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je vois s'il y a eu de discussions, s'il y a des... Voilà. Une remarque. Mais, bravo pour ce qu'on... J'ai compris pourquoi il y a beaucoup de juifs dans l'école de Paris. Ils logeaient presque tous dans la ruche, à la ruche dans le 15e, de Francis. Oui, c'est vrai, il a raison. Voilà. Bah, écoutez, il est 20h20 quasiment. Oui. Christian Morgenstern n'était totalement pas juif. C'est un très grand poète chrétien allemand. Très bien. Allez, on va donc... pardon, gardez son... Allez, je viens de réactiver donc tous les sons et on peut vraiment remercier Roger vraiment pour ce voyage incroyable. C'est absolument c'est une performance absolument incroyable, incroyable, magnifique. Hein. On va dire un petit mot rapide du programme à venir. Donc on se retrouve dans 2 semaines encore avec Roger et on parlera un petit mot, Roger, peut-être sur les musiciens. Oui, alors comme on a déjà traité du thème des compositeurs, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de voir pour quelles raisons
les interprètes juifs sont tellement appréciés dans le domaine de la musique classique, de l'opéra ou de la musique de variété, parce que c'est important aussi. Des gens comme Jean-Jacques Goldman ou comme Georges Moustaki, ou comme ce sont des gens qui sont juifs, alors qui n'affirment pas forcément leur judéité de façon exemplaire ou énorme, mais qui sont quand même, qui expriment à travers leur musique, leurs chansons, etc., quelque chose qui ressemble à de l'identité juive. Merci. Et le 18, une semaine après, on aura Izzy, donc, qui nous parlera. Alors Izzy, vous allez vous faire un focus sur les figures juives dans le théâtre avec quelques pièces particulières, quelques personnages. Oui, des personnages juifs dans des pièces écrites par des non-juifs, c'est-à-dire Shakespeare, Marlowe. À quoi servent les personnages juifs? Par exemple, Bergman aussi, dans Fanny et Alexandre. À quoi servent les personnages juifs dans des pièces écrites par des non-juifs? C'est pas toujours de l'antisémitisme, mais souvent. Pas toujours. Le pire n'est pas toujours. Merci infiniment et on terminera le mois de mai avec une troisième conférence avec le retour de notre ami Maurice, donc cycle histoire et mémoire, qui parlera donc du thème résister sans les armes, la résistance morale. Voilà, tout un programme. Voilà, merci encore vraiment infiniment à Roger. Merci à tous pour votre présence. Ça a été vraiment une très très belle conférence, hein, vraiment, c'est de ces qualités-là, c'est remarquable et vraiment je tiens à remercier encore vraiment aussi bien Izzy que Roger pour le travail vraiment impressionnant qui est fait lorsqu'il restitue le théâtre d'un côté, enfin théâtre, les religions monothéistes, la culture juive, et c'est assez, pour moi en tout cas c'est assez impressionnant, vraiment. Non, c'est de l'art, c'est de l'histoire, c'est très très profond. Merci infiniment en tout cas pour ce travail remarquable, ce voyage. On se retrouve donc dans 2 semaines. Encore avec notre ami Roger. Reposez-vous Roger, parce que là, vous avez pas mal désarchivé, déterré, analysé, et on vous retrouve dans 2 semaines. Voilà. Portez-vous bien, et rendez-vous donc dans 2 semaines. Allez, on se quitte avec le générique. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Passez un excellent Shabbat à tous, et à très très bientôt. À bientôt. Merci.